Rappel au règlement, Monsieur Jacob. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, je veux faire ce rappel au règlement sur la base de l'article 58 alinéa 1 sur la tenue de nos séances. J'en avais informé le président de notre Assemblée. Je pensais qu'il aurait été là puisque ça tient à la tenue de nos débats et de nos séances. Je fais référence à la séance des questions d'actualité. Nous sommes ici, nous avons tous l'honneur de représenter nos concitoyens. Nous pouvons le faire avec passion, avec engagement. Je ne suis pas le dernier à le faire avec passion de temps en temps, mais également le faire avec respect et sans débordement. Or, on voit que certains de nos collègues, et notamment de la France insoumise, testent la présidence de notre Assemblée régulièrement, testent sa permissivité, qui se trouve être sans limite, cette permissivité. On est passé du sans-cravate au sans-veste. Maintenant, les sacs et les paniers à provisions arrivent dans l'hémicycle. Je veux simplement poser la question, jusqu'où va-t-on aller? Est-ce qu'on va avoir des séances, on va pouvoir venir en short et en tongs? Est-ce qu'on va venir avec les cagettes de tomates et se les échanger d'une tribune à l'autre? Il y a un moment, soit il y a une police dans cette Assemblée et le président est capable de tenir la police de l'Assemblée, ou alors le président n'est pas capable de la tenir et on considère qu'il n'y a plus de règlement. Mais il y a des limites à trouver et parti sur ce terrain-là, vous savez, comme on dit chez les paysans, passer les bornes, il n'y a plus de limite. Et où va-t-on s'arrêter? Donc, le président m'avait invité à faire cette remarque en conférence des présidents. Je ne veux pas, je la ferai en conférence des présidents, mais je veux la faire ici. Parce qu'à un moment, que l'Assemblée soit prise à témoin sur la tenue des débats. Jusqu'où va-t-on aller? Est-ce que le président de notre Assemblée est tétanisé par nos collègues de France Insoumise? C'est peut-être ça, après tout. C'est peut-être ça le sujet. Ou est-ce qu'il ne se sent pas capable de présider, de tenir la police de notre Assemblée? Encore une fois, je l'ai prévenu que je faisais ce rappel au règlement et je veux le faire ici pour qu'il soit gravé dans le marbre de notre Assemblée. Madame Untermeyer avait demandé la parole. Merci Madame la Présidente. C'est un rappel au règlement sur la tenue de nos travaux au regard de l'article 58-1 qui vient d'être cité pour vous dire qu'on en est là au 3e jour de débat et nous en sommes à l'article 3. Depuis ces 2 jours, que s'est-il passé? Eh bien, l'extrait de casier judiciaire des 2 mesures phares d'Emmanuel Macron et que nous avions voté en commission des lois est désormais supprimé du projet de loi. La définition du conflit d'intérêts que nous faisons désormais sur mesure de l'Assemblée nationale, qui est définie par le gouvernement, au contraire de ce que nous avions adopté, nous, en commission des lois, les parlementaires, conscients de ces conflits d'intérêts public-public et public-privé. C'est également la définition retenue par le gouvernement qui a été adoptée. Le verrou de Bercy, nous n'étions pourtant pas dans une demande extravagante. Eh bien, ce verrou de Bercy, dans sa version la plus minorée, qui permet simplement aux procureurs, dans des affaires connexes, d'avoir l'opportunité des poursuites, a été également rejeté. Enfin, tout le volet sur le pantouflage a également été écarté, comme l'avait fait pourtant le Sénat, qui avait autant connaissance que nous du dossier de la loi sur la déontologie des fonctionnaires de 2016. Enfin, tout est fait pour qu'on ait le sentiment que le Parlement, Sénat et Assemblée nationale, ne servent à rien, est inutile, dans la main de l'exécutif. C'est une chambre d'enregistrement dans la main de l'exécutif. Ce n'est pas nouveau, mais c'est particulièrement marqué en ce moment. Et nous appelons la nouvelle gauche à un esprit d'écoute et d'ouverture, parce que ce que nous proposons n'est pas forcément infondé. Et nous souhaitons que les députés de la majorité, comme nous, eh bien, s'emparent de ce pouvoir qui est celui du législateur, et en conscience, eh bien, nous vous demandons d'examiner de la manière la plus sérieuse et ouverte les amendements que nous proposerons aujourd'hui. Merci Madame Untermeyer. Je donne la parole à Monsieur Mélenchon qui l'avait demandé. Madame la Présidente, mes chers collègues, Monsieur le Président Jacob, me référant à votre interpellation sur l'exhibition d'objets prohibés par notre règlement, et pour vous répondre, vous aurez noté que
j'ai voulu marquer mon respect pour les charmantes coutumes auxquelles vous êtes attachés, et j'ai mis une cravate. Ce qui vous montre l'idée que nous nous faisons de cette affaire. On met ou on ne met pas, c'est affaire de liberté. Je vous promets de méditer avec mes collègues, en total respect pour votre interpellation, sur nos pâtes et nos haricots verts pour les prochaines séances. Quant à l'interpellation faite par notre collègue du groupe La Nouvelle Gauche, je veux m'y associer pour vous dire que nous sommes assez consternés de la tournure que prend ce débat, de la difficulté qu'on a à y trouver une place dès lors qu'on a le sentiment que rien ne sert à rien. Mais bon, c'est la vie parlementaire, c'est comme ça, il y a une majorité et une minorité. Il faut faire attention à ne pas abuser du fait majoritaire dans de telles conditions. Si j'interviens, c'est pour dire à mes collègues que hier, on aurait gagné du temps si l'incident avait été clos plus tôt. Il nous en a coûté d'1 heure pour l'application simple du règlement. Mais je veux redire que nous n'en faisons pas grief à la présidente en tant que personne de séance et que nous lui renouvelons notre estime. Mais pour la suite de nos débats, et afin qu'on se comprenne bien, nous avions présenté des amendements qui peuvent vous paraître hors sujet, qui ne le sont pas pour nous. De même que j'admets qu'il y a une majorité, admettez qu'il y a une minorité. Ces amendements ne sont pas hors sujet, ils éclairent l'idée que nous nous faisons de la confiance en politique. La séance, pour des raisons qui lui appartiennent, a regroupé l'ensemble de ces amendements pour les reporter en fin de discussion. Donc je préfère dire tout de suite à nos collègues que ce n'est pas pour faire durer le débat que nous avons déposé ces amendements, c'était pour éclairer les différents articles sur lesquels nous voulions introduire cette obsession qui est la nôtre, à notre façon, bien sûr, car nous n'en avons pas le monopole, qui est d'éclairer la présence populaire dans la question de la confiance. Donc je préviens mes collègues, ces amendements ont été déposés, ils arrivent tous à la fin. Ils peuvent vous paraître hors sujet parce qu'ils sont regroupés d'une manière qui souligne leur caractère hétéroclite, mais nous n'en retirerons aucun. Merci, Monsieur Mélenchon. Nous passons à une série d'amendements identiques. Donc, j'appelle le numéro 166, qui est présenté par Monsieur Bernalicis. Non, c'est pas Monsieur Bernalicis, c'est Monsieur. Voilà, ce sera Monsieur Coquerel. C'est Monsieur Coquerel. Voilà, oui. mais c'est la continuité. Enfin, pour les couches tard hier, parmi lesquels nous étions, des amendements que nous avons présentés hier soir pour lutter contre le lobbying et qui effectivement vise à ne pas restreindre la question de la confiance publique uniquement aux parlementaires et même uniquement aux responsables politiques, mais aussi aux hauts fonctionnaires qui ont une mission importante au service de l'État. Bon, hier, si vous vous souvenez, ces amendements visaient à faire en sorte que quelqu'un qui avait occupé une haute fonction publique en termes directionnels ne puisse pas, avant 5 ou 10 ans, selon les amendements, là ici c'est 5 ans, être utilisé quelque part ses connaissances, ses compétences, ses réseaux, ses contacts au service d'une mission de conseil et de sociétés privées. Bien là, c'est la suite, c'est-à-dire que nous demandons que quelqu'un qui se retrouve dans cette situation, c'est-à-dire qui est passé de la haute administration à des affaires privées, de conseil et autres, et les exemples regorgent, mon ami Mathilde Panot en a cité plusieurs exemples hier, ne puisse pas, avant 5 ans, revenir cette fois-ci dans la fonction publique. C'est-à-dire, c'est très clairement les questions de pantouflage, de conflits d'intérêts, etc., dont chacun comprendra qu'ils sont à bannir si nous voulons essayer d'arrêter d'entretenir une oligarchie qui ne cesse de se répéter, de s'entretenir dans un entre-soi toujours plus important. Merci. Madame la Présidente, mes chers collègues, donc comme avait commencé mon collègue Ruffin, cet amendement de rétablissement et de modification se propose d'interdire à tout ancien fonctionnaire ou agent public en disponibilité ayant exercé des fonctions pour le compte d'une entreprise publique ou privée ou pour une société de conseil d'occuper une fonction impliquant une mission de service public ou l'exercice de prérogatives de puissance publique directement ou indirectement liées au secteur d'activité dans lesquels il est intervenu, ce en prenant en compte le niveau de responsabilité et la nature des emplois occupés pendant un délai de 10 ans. L'engagement d'un fonctionnaire dans la défense de l'intérêt général ne doit pas pouvoir être capté par le secteur privé. C'est pourquoi un délai de 10 ans nous paraît important pour la préservation de cette indépendance du fonctionnaire. Il s'est construit au fil du temps une communauté d'intérêt entre ces deux mondes, peu désirable si l'institution publique veut rester indépendante de toute pression. Nous cédons donc qu'une personne ayant exercé dans le secteur privé ne puisse privilégier les intérêts du secteur privé à ceux de l'intérêt général porté par le service public.
Il ne s'agit pas là, comme nous le disions hier, d'une volonté de jeter la suspicion sur qui que ce soit, mais puisque nous sommes réunis ici pour faire voter une loi sur la confiance, il faut prévenir ce type de situation dont trop d'exemples récents ont montré le caractère délétère pour le débat public. Et donc nous pensons que très naturellement une majorité peut se retrouver sur cet amendement. Merci. Merci Madame Obono. Nous passons à l'article numéro 168 qui est présent à l'amendement numéro 168 qui est présenté par Monsieur Bernalicis. Non. C'est monsieur. Bonjour. Donc, comme je disais, vous savez, c'est comme un peu dans la lettre volée d'Edgar Poe. Parfois, c'est ce qu'on a le plus sous les yeux qu'on aperçoit le moins. Et là, il y a quand même comme un caractère grotesque, pour moi, à avoir une loi de rétablissement de la moralisation ou de la confiance avec Emmanuel Macron, président de la République. Quelle est le début de carrière d'Emmanuel Macron? Il faut quand même le rappeler, puisqu'on parle de pantouflage. Il s'agit... Ah ben oui, mais non, mais ça ne vous plaît pas, mais rappelons-le, il était membre de la commission Attali, et c'est en tant que membre de la commission Attali, en fréquentant notamment Serge Weinberg, qui aujourd'hui est PDG de Sanofi, qu'il a pu entrer chez Rothschild. Qu'a-t-il fait? Que nous dit-on dans les biographies d'Emmanuel Macron? Que nous disent les banquiers d'affaires? Ils disent ce qu'on achète, c'est un carnet d'adresses. Ce que Rothschild est venu acheter avec Emmanuel Macron, c'est le carnet d'adresses qu'il s'est fait auprès de la commission Attali. Le principal deal d'Emmanuel Macron chez Rothschild, ça a été Nestlé. Que nous dit-on, puisqu'il avait fréquenté le PDG de Nestlé à la commission Attali, que nous dit-on dans cette biographie? Il a négocié un seul deal important apporté sur un plateau par la commission Attali. Donc là, en vérité, on est dans une privatisation. On est dans une privatisation via le pantouflage. C'est comme la lettre volée. C'est le nez en plein milieu de la figure. Mais là, on est dans un cas de pantouflage qu'il s'agit de faire interdire pour la suite. Je reviendrai pour un épisode 2 plus tard. Merci. Merci Monsieur Ruffin. La parole est à Monsieur Mélenchon. Madame la Présidente, mes collègues, mes amis du groupe La France Insoumise ont exprimé à l'occasion de la présentation de ces amendements nos vues sur le sujet. Permettez qu'au moment où l'on va passer au vote, je ramasse une certaine vision que nous voulons porter de l'État. Nous comprenons, parce que c'est une liberté individuelle, qu'on quitte la fonction publique. Mais alors, il faut dire les choses comme elles sont. On ne la quitte pas du fait de ses seules vertus et talents, car du talent, il y en a partout. On la quitte parce qu'on a un carnet d'adresses et un réseau d'influence. C'est donc une façon d'acheter le résultat de ce qui a été acquis au service de l'État par des intérêts privés. Deuxièmement, le haut fonctionnaire en question sait dorénavant que non seulement il est possible, mais bien vu, bien accepté, encouragé de passer du public au privé et d'y revenir. C'est une source de corruption morale. Nous sommes d'accord pour que les gens partent, mais nous ne sommes pas d'accord pour qu'ils reviennent. C'est notre philosophie, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Et ça va me permettre de vous dire une chose. Hier, j'ai entendu des choses fort déplaisantes pour les fonctionnaires. Alors, d'aucuns ici croient que les fonctionnaires, c'est un monde clos, fermé, de gens qui restent entre soi, pétrifiés, n'ont aucune idée sur le sujet, qui évolueraient et seulement l'air frais de ceux qui fréquentent les clients leur permettrait de comprendre la mentalité de l'usager. Il n'en est rien. Madame la ministre, vous fûtes rectrice et moi ministre. Et je me souviens qu'étant fonctionnaire, vous n'étiez pas quelqu'un de fermé. Tout au contraire, rectrice, vous étiez ouverte à toutes les innovations et vous les preniez en charge avec tout votre talent de fonctionnaire. Et les fonctionnaires, je me permets de le dire, ont construit l'État. Ils sont aujourd'hui ceux qui le portent sur leur dos. Et je demande qu'ici, on ait aussi une pensée pour la haute fonction publique en lui reconnaissant des vertus qu'elle acquiert par la pratique de son métier au service de l'État, qui est un endroit d'émulation, d'intelligence, de compréhension et de dévouement absolu. Que ceux qui veulent partir usent de la liberté constitutionnelle de s'en aller, mais qu'ils ne nous empoisonnent pas l'État en revenant. Merci Monsieur Mélenchon. Donc je donne la parole à Madame Obono. Madame la rapporteure, Madame la ministre et mes chers collègues,
Effectivement, le débat avance et c'est clair. Et sur ce qui s'éclaire surtout, c'est la stratégie du gouvernement, puisque nous venons d'apprendre ce qui va se passer à la fin. On se demande bien pourquoi nous sommes réunis ici, pourquoi nous discutons, puisque le titre va être changé et tout va être réglé. En vérité, ce qu'on voit là, c'est un gouvernement et une majorité qui s'est pris les pieds dans ses ambitions de communication, en prétendant présenter une grande loi qui marquerait le début du quinquennat et qui en vérité ne voulait pas véritablement changer grand-chose, si ce n'est détourner l'attention sur des problèmes réels qui existent aujourd'hui dans les institutions, mais plus largement, effectivement, dans la vie publique, et pointer un groupe en particulier, celui des parlementaires, parce que nous le voyons, y compris dans les faits, dans les articles de loi que nous discutons, l'essentiel porte sur la question des parlementaires. Donc j'aurais un conseil, si vous êtes prêts à l'écouter, puisque tout est décidé d'avance, autant effectivement changer le titre et parler d'une loi de confiance dans les parlementaires ou dans les députés, ce sera plus simple, plus compréhensible pour nos citoyens et citoyennes qui nous regardent, et au moins on saura de quelle manière le gouvernement et la majorité considèrent l'Assemblée nationale comme une simple chambre d'enregistrement des désirs communicationnels du président. Ça nous aurait évité peut-être de passer tout l'été en procédure accélérée pour finalement une réforme qui n'en est pas une, et pour voir la vérité de cette majorité qui est véritablement attachée à l'idée que rien ne change. Merci, Madame Obono. Nous passons aux amendements pouvant être soumis à une discussion commune. Donc, j'appelle l'amendement numéro 592, qui est défendu par Madame Obono. Dans la lignée des précédents amendements, il nous semble impensable que la loi puisse autoriser un ancien fonctionnaire ou agent public à effectuer des actions de lobbying en tant que représentant d'intérêts privés auprès d'une institution publique où il a travaillé. En effet, laisser penser à un agent public qu'il ou elle peut faire quelques années de service pour utiliser peu après la connaissance intime qu'elle ou il a de la structure humaine de son service ou de son établissement, du fonctionnement, des habitudes de ses collègues, son carnet d'adresses et de connaissances dans cette institution, et ce pour une entreprise privée chargée d'influencer les décisions de cette même institution, nous apparaît totalement contraire à l'esprit même de la fonction publique et de l'intérêt général. Nous souhaitons ainsi poser un principe ferme et strict. Un agent public ou une fonctionnaire ne peut ainsi mélanger les fonctions qu'il a occupées et des fonctions d'influence pour les profits privés d'une structure de lobbying. On n'imagine pas un ancien ministre de l'Agriculture vendre ses services pour la promotion des pesticides en ayant un accès privilégié à ses anciens collègues. On n'imagine pas un ancien ministre de la Santé faire profiter une entreprise pharmaceutique de sa connaissance du fonctionnement de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Bref, il nous semble que cet amendement s'inscrit pleinement, même en changeant le titre, dans une action qui favoriserait la confiance dans l'action publique et politique. Parce que oui, la politique engage non seulement les parlementaires, le gouvernement, l'exécutif et l'ensemble des acteurs qui interviennent sur la vie politique. Donc je ne doute pas que vous serez convaincus de voter en faveur de cet amendement. Merci, Madame Obono. Nous passons à l'amendement numéro 169, qui est défendu par Monsieur Bernalicis. Monsieur Coquerel. Merci, Monsieur Coquerel. Avant de défendre cet amendement, et c'est un lien avec, je voudrais dire à nos collègues d'En Marche qu'il y a une réponse qui est difficilement entendable, je vous le dis. C'est l'idée qu'à partir du moment où vous avez décidé que la loi dite de moralisation de la vie publique, qui est devenue loi de confiance de la vie publique, à partir du moment où vous avez décidé de la circonscrire et de simplement la restreindre au champ politique et plus particulièrement des parlementaires, il faudrait d'ores et déjà décider que cette Assemblée en a décidé ainsi. Bon, ça, c'est quelque chose qui n'est pas entendable, c'est le débat qui doit en décider. Vous êtes majoritaire, donc très certainement, vous changerez le nom de la loi une fois que vous en aurez défini le contenu, mais souffrez que, pour notre part, au nom du débat, nous souhaitions l'étendre, puisque je vous rappelle que dans les propos du président de la République, quand il a annoncé cette loi au début, et quand nous avons rencontré M. Bayrou en tant que délégation de France Insoumise, c'était bien de cela dont il s'agissait. Oui, il a rencontré tout le monde, M. Bayrou. Cette loi n'était pas destinée à être uniquement limitée aux parlementaires.
C'est un amendement donc, qui s'inscrit dans la lignée de ma collègue Obono, puisqu'il précise effectivement qu'on ne peut pas être fonctionnaire et agir en termes de lobbying, mais en plus de ça, agir en termes de lobbying dans l'institution publique dans laquelle vous avez été fonctionnaire. Et très franchement, pour moi, c'est un amendement du même niveau, j'allais dire, de la même évidence que l'amendement hier défendu par Delphine Batho, qui estimait qu'un collaborateur ne pouvait pas en même temps être rémunéré par une entreprise qui faisait du lobby. Pourquoi ? Parce qu'il me semble naturel qu'un fonctionnaire qui dispose de réseau, d'une connaissance de l'institution publique dans laquelle il travaille, ne puisse pas faire ensuite du lobbying dans cette même institution. C'est du bon sens. Et à ce niveau-là, j'espère là aussi que vous aurez une liberté de vote sur cet amendement. Merci. Merci, Monsieur Coquerel. Donc, je vais mettre aux voix l'amendement numéro... Vous avez la parole. Demandez-lui sur quel article. Monsieur, je veux bien vous donner la parole, mais rappelez-moi sur quel article. 58 alinéa 1. Alors, je vous écoute. Donc, juste pour rappeler, et ça sera très rapide, vu que j'ai 2 minutes en vertu de l'alinéa 4 du même article, vous voyez, je connais le règlement. Il y a 5 amendements qui sont soumis à la discussion commune. Il y a à chaque fois une réponse à la rapporteure ou au gouvernement. Donc 2. Ici, il y a donc 10 orateurs potentiels et possibles selon le règlement. Là, nous serions prêts à accepter qu'il y ait un représentant par groupe qui puisse s'exprimer. Et nous souhaiterions donc que Madame Obono, qui s'est inscrite et qui lève la main depuis plusieurs minutes, puisse s'exprimer. Nous vous remercions, Madame la Présidente. Et que vous avez quand même malgré tout... Je vous remercie pour votre rappel au règlement, mais je vous rappelle aussi que le règlement a prévu des articles en discussion commune, et ce sont les articles qui s'appliquent, même s'il y a 5 amendements ou plus dans la discussion commune. Nous avons appliqué les règles du règlement. Bien, j'appelle pour l'amendement numéro 170. Madame Obono, non? Qui le défend? Non? Monsieur Lachaud. Bonjour. Donc, cet amendement, parce que dans notre pays, nous avons la capacité très forte de former des fonctionnaires de très haut niveau, et quand ces fonctionnaires acceptent de dévouer une partie de leur vie à la fonction publique et donc à l'État, ce même État finance leurs études et tant leurs frais de scolarité que leur fournit un salaire pendant les années d'études. La contrepartie, c'est qu'ils doivent une obligation décennale de travail auprès de l'État. Et quand ces fonctionnaires décident d'aller pantoufler dans le privé, il est normal qu'ils remboursent ce que l'État a investi pour leur formation. Et donc cet amendement vise à demander la mise en place d'un rapport du gouvernement auprès du Parlement pour justement étudier les modalités de ce remboursement, savoir s'il est bien conforme, s'il est bien mis en œuvre. Et voilà donc l'objectif de cet amendement, contrôler la bonne gestion des finances publiques. Merci. Donc la parole est à Madame la rapporteure pour son avis. Monsieur Roussel, je suis ravie d'être parvenue à vous convaincre aussi rapidement sur l'utilité des rapports, d'évaluation. Vraiment, je suis conquise. Alors, mais non, parce qu'en fait, moi, jeune parlementaire, je crois dans les rapports émanant du Parlement. Et donc, je pense qu'il sera beaucoup plus utile, beaucoup plus efficace d'avoir un rapport qui émane de notre Assemblée. Et donc, je pense vraiment, parce que c'est une vraie question et vous avez raison, mais que cette question pourrait utilement être traitée dans le cadre de la mission d'information que nous avons décidé de lancer. Et donc, je pense que ces questions feront l'objet d'un grand et long chapitre, mais nous pourrons auditionner les responsables des écoles, nous pourrons investiguer pour voir effectivement quelles mesures efficaces on peut prendre pour s'assurer du respect de leurs obligations. Je vous rappelle néanmoins qu'il y a des dispositions qui existent et qui ont renforcé les dispositifs en 2014 et en 2015 et qu'il n'est pas vrai que rien n'est fait en la matière, mais beaucoup reste à faire et j'en conviens. Mais donc j'ai quand même au nom de la Commission un avis défavorable. La parole est à Madame Obono. Merci Madame la Présidente.
Madame la rapporteuse, ça existe aussi en français. C'est tout à fait correct grammaticalement. Plus sérieusement, Madame la rapporteuse se félicitait que nous soyons convaincus par l'importance qu'elle accorde au rapport. Il me semble que c'est le propre même de l'Assemblée nationale d'en organiser, d'y participer. Donc évidemment, nous sommes convaincus sur ce fait, même si il se trouve que sur beaucoup d'amendements, il nous semble nécessaire de faire plus que des rapports, mais de faire exercer le pouvoir qui nous est échu, de faire des lois. Mais bon, sur cet amendement, il me semble là qu'il y a un détail qui pourra peut-être montrer pour le coup la bonne foi et peut-être apaiser quelques-unes des tensions si le gouvernement et Madame la rapporteuse étaient vraiment à l'écoute. Nous sommes d'accord sur la nécessité d'un rapport. Il se trouve que nos amendements parlent d'un rapport gouvernemental et je ne pense pas que ce soit possible ou incompréhensible que ces amendements puissent être rejetés simplement parce qu'il est question d'une part de gouvernement comme nous le demandons et d'autre part que Madame la rapporteuse opposerait la nécessité d'un rapport parlementaire. Je pense que ce serait vraiment le signal donné encore plus de la volonté de passage en force dont ma collègue disait que ce n'était pas le cas. Et ce serait un signal, à mon sens, positif pour la suite de nos débats que cet amendement, qui semble faire l'accord pour le coup, au moins sur le fond, puisse être voté majoritairement, puisque nous sommes d'accord sur ce point et il suffirait de le voter maintenant pour que ce soit fait et pour qu'on ait un signal de la bonne volonté et du passage aux actes de la majorité. Merci Madame Obono. Merci. Madame la rapporteure, pour avis. Oui, donc l'avis de la commission est défavorable. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que l'avis de la commission lie l'administration et donc que quand il est positif, le fonctionnaire est nommé, donc c'est patent, et quand il est négatif, il n'est pas nommé. Donc, et en revanche, pour les départs dans le privé, même temporaire, les avis sont rendus du public. Donc je ne vois pas en fait l'intérêt d'un tel dispositif. Donc la commission émet un avis défavorable. Merci Madame la rapporteure. Madame la ministre, vous avez la parole. Défavorable également. Merci Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Non, là, j'ai vraiment du mal à vous suivre, Madame la rapporteure, parce que vous avez sans cesse félicité le législateur précédent de la loi Sapin 2. Là, nous avons une disposition de la loi Sapin 2 qui, certes, a été retoquée par le Conseil constitutionnel pour un vice de forme. Là, nous avons l'opportunité de compléter utilement le travail du législateur précédent dans le sens du travail du législateur précédent. Hein, comme nos collègues l'ont rappelé, il faut absolument... ils ont rappelé la qualité du travail du législateur précédent et donc le respect que nous leur devions, et donc nous ne devions pas changer leur loi si rapidement. Donc là, maintenant, nous avons l'opportunité de terminer le travail. Donc, merci. Nous passons à l'amendement numéro 175, qui est défendu par Madame Obono. Monsieur Coquerel. Chère Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, c'est un amendement qui traite une fois encore de la question du pantouflage. Dans un moment où on demande beaucoup d'efforts aux fonctionnaires, en gelant leurs points d'indice et en faisant en sorte que, à raison de la suppression d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, ceux-ci se retrouvent évidemment avec des missions de plus en plus dures. Et dans ce cadre, il nous apparaît peu opportun de ne pas traiter la question des élèves fonctionnaires qui, en moyenne, à travers l'école l'ENA ou Polytechnique, coûtent en gros 83 000 € par an à l'État, puisque, comme vous le savez, leur étude est rémunérée. Et dans ce cadre, il nous semble normal d'exiger d'eux qu'ils respectent leur engagement décennal au service de l'État avant éventuellement de pouvoir, entre guillemets, aller ailleurs, dans le privé également. Nous savons qu'il y a aujourd'hui la possibilité de rembourser ces études, mais c'est une situation dont on le sait, et tout à l'heure ça a été dit très justement par Claude Goasguen, qui finalement est très simple. Quand une société privée veut embaucher quelqu'un qui sort de l'ENA ou Polytechnique, il lui paye
sa pénalité, enfin son remboursement d'études, et ça passe comme ça. C'est quelque chose qui nous semble particulièrement injuste, et pour lutter contre le pantouflage, nous vous proposons d'adopter cet article. Merci. S'il y a une explication de vote, je m'inscris, je vous le dis à l'avance pour qu'on ne soit pas oublié. Coquerel. Non, bah écoutez, toujours le même avis défavorable. Je prends acte en tout cas que ces débats nous ont permis de pointer un certain nombre de difficultés et nous pourrons nous référer à toutes ces prises de parole et tous les amendements qui ont été déposés pour tracer les pistes de réflexion, voire faire émerger des solutions dans les mois qui viennent. Mais je m'engage à nouveau vraiment devant la représentation nationale à faire vivre cette mission d'information et à vous présenter les conclusions. Voilà, je ne m'engagerai pas sur un délai parce que je suis novice et je ne connais pas le temps parlementaire en termes de mission d'information, mais en tout cas, je m'engage à revenir devant vous sur ces sujets. Eh bien, écoutez, on va tenter ? Très bien. Donc, un avis défavorable. Merci Madame la rapporteure. Madame la ministre, s'il vous plaît, vous avez la parole. Avis défavorable, c'est pour moi un cavalier législatif. Merci Madame la ministre. J'ai une demande de parole de Monsieur Coquerel. Bon, comme je m'attendais à vos réponses et qui sont les mêmes, il faut le dire, vous avez au moins une qualité, c'est la constance dans les réponses que vous nous faites. Première réponse, c'est un cavalier. Il s'agit ici de traiter uniquement, malgré le titre, la question de la confiance dans la vie publique à travers les politiques et si possible seulement les parlementaires, parce que hier, je me souviens que vous avez refusé beaucoup d'amendements qui concernaient les membres du gouvernement avec cette fois-ci d'autres prétextes. Deuxième chose après, ne vous inquiétez pas, il y aura une commission. Vous êtes novice, je vais vous dire une chose, moi je suis novice dans cette assemblée, par contre il m'est arrivé de connaître dans mon engagement politique l'usage qu'on fait des commissions. Et l'usage des commissions, effectivement, en général, c'est pour enterrer un débat. Mais je vais vous dire une chose, chère et Madame la présidente de la commission, c'est qu'ici, nous sommes souverains, nous sommes l'Assemblée souveraine. Et nous avons à partir de là la possibilité, et j'allais dire même quelque part l'exigence vis-à-vis de ceux qui nous ont élus, de considérer que nous pouvons amender un texte tel que nous l'entendons si nous estimons qu'il ne va pas assez loin dans la moralisation de la vie publique. Donc non, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne pensons pas, j'ai entendu tout à l'heure un collègue de En Marche expliquer qu'il y aurait comme ça une opinion sociétale qui exigerait de nous qu'on traite la question de la moralisation de la vie publique uniquement sur la question des collaborateurs liés des députés ou de leurs frais. Mais vous savez, à force d'entendre et à force de dire, et c'est ce que nous faisons avec ce texte, que la priorité des priorités dans la moralisation de la vie publique, c'est uniquement cette question. Comment voulez-vous que l'opinion publique pense autre chose? Alors qu'en réalité, nous sommes ici justement pour orienter ce qui ne va pas dans cette société. Ce qui ne va pas dans cette société, c'est le mélange de plus en plus étroit entre une oligarchie financière et une oligarchie politique, y compris la haute fonction publique d'État, qui, enfreint quelque part les missions qu'elle devrait respecter. C'est à nous de le dire, c'est à nous de le pointer. Et si nous sommes d'accord entre nous, puisque vous avez l'air de dire qu'une commission pourrait s'entendre sur ce genre de choses, pourquoi ne le faisons-nous pas maintenant et immédiatement? C'est ce qu'on vous propose. La parole est à Monsieur Ruffin. Oui, comme on revient sur le pantouflage. Alors, j'ignorais cet usage qui n'est pas une règle, mais qu'on n'a pas le... Pardon? S'il vous plaît. Dans les usages, ok. Bon, mais si... S'il vous plaît. Seul Monsieur Ruffin a la parole. S'il vous plaît. Oui, très bien. Ok. Bon. S'il vous plaît. Ça doit être le problème central de cette Assemblée. S'il vous plaît. Seul Monsieur Ruffin a la parole. Bon. Monsieur Ruffin, vous avez la parole. Oui, donc j'ignorais cet usage qu'on ne doit pas attaquer un président de la République au sein de l'Assemblée. Je l'ai fait par souci de transparence, de confiance dans la vie publique, de probité et par usage de ma liberté de parole. Et je vais poursuivre avec cet usage de ma liberté de parole en trouvant toujours problématique qu'un inspecteur des finances passe dans une banque d'affaires avec son carnet d'adresses, qu'il le fasse fructifier en y faisant des deals,
qu'au sein de cette banque d'affaires, il négocie par exemple pour le groupe Lagardère, qui est à la fois impliqué dans les médias et dans l'aéronautique, la cession d'un certain nombre de titres, qu'ensuite ils reviennent dans le public en tant que secrétaire d'État à l'Élysée, et que là, il négocie toujours pour Lagardère la cession des parts de ADS. Oui, il y a là une confusion des genres qui me paraît tout à fait problématique, surtout quand l'industriel en question trouve que ça s'est fait de manière tout à fait formidable, ce deal s'est fait de manière tout à fait formidable, et quand ensuite, une fois candidat, eh bien, on se retrouve avec des unes de ce groupe Lagardère qui vante à longueur de colonne cet ancien inspecteur des finances. On a là affaire à un cas d'école qui marque l'imbrication des pouvoirs politiques, du pouvoir de l'argent et des pouvoirs des médias, et qui donc rentre pleinement dans la question de la confiance dans l'action publique. Oui, Madame la Présidente. Vous reprendrez encore un petit peu de pâte, chers collègues, non? Du riz. Une intervention pour dire que, dans la continuité de nos travaux, je ne comprends pas pour quelle raison, alors que vous nous avez indiqué que vous aviez un souci de transparence, faisant écho à la volonté des citoyens d'avoir une claire visibilité sur les élus, mais vous allongez la durée de transmission à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Le fait qu'on transmette son patrimoine, ce n'est plus seulement 6 mois, ce qui est déjà un délai significatif pour tout élu, mais 1 an. J'avoue que je ne comprends pas pour quelle raison cette période doit être rallongée de 6 mois, et il nous semble que le délai précédent était largement satisfaisant. Voilà. Merci, Monsieur Corbière. Nous avons un inscrit suivant, Monsieur Éric Coquerel. Oui, je n'ajouterai pas grand-chose. Je pense que, donc vous comprendrez, on votera contre, et j'appelle la présidente de la commission et la ministre à accepter ce vote contre, et je leur propose de mettre cette question très importante au menu de la commission qui va se réunir plus tard. Merci. Merci, Monsieur Coquerel. Madame Danielle Obono a la parole. Pardon. Alors, dans la continuité de ce que viennent de dire nos collègues, les députés Corbière et les députés Coquerel, je voudrais rajouter le fait que nous allons aborder ici, à travers les articles y compris qui vont suivre, la question de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Nous allons donc discuter d'une institution qui a un périmètre assez large et qui fait un travail que tout le monde salue, qui a notamment, à l'occasion des auditions qui ont été organisées, indiqué qu'elle souhaitait voir plus de moyens, plus de pouvoirs qui lui soient accordés, plus d'éléments de périmètre qu'elle puisse travailler. Et assez contradictoirement avec, y compris ce que nous disait Madame la rapporteure sur le fait que les auditions sont importantes et qu'il faut écouter justement toutes les institutions qui y sont présentes, et que, prenant même l'engagement de tenir d'autres commissions, d'autres auditions qui permettraient d'enrichir l'ensemble et la majorité des propositions qui allaient dans le sens de ce que demandait la haute autorité pour la transparence de la vie publique, rencontre une opposition du gouvernement. Et là, on voit effectivement, alors à travers cet article 2 ter, sans vraiment d'explication sur le fait qu'on rallonge le délai, alors que justement, il y a urgence, on est là parce qu'il y a urgence en procédure accélérée, et pourtant, voilà, on ne permet pas que rapidement les citoyens puissent avoir l'état des patrimoines et puissent avoir confiance. Et en même temps, on ne donne pas les moyens à la haute autorité, de son propre aveu, d'aller plus loin et de faire le travail pour lequel, pourtant, l'intitulé même de cette institution devrait lui permettre de faire. Et je pense que là, on voit encore les contradictions entre les paroles, les prétentions, les bonnes intentions et la réalité de ce qui est fait par la majorité, par le gouvernement. Merci, Madame Obono. Donc, si j'ai bien compris, nos collègues, principalement situés à ma gauche, nous reprochent, bien qu'étant élus depuis 1 mois et effectivement étant pour l'essentiel d'entre nous dans l'exercice de notre premier mandat, d'avoir, en ces quelques jours ou quelques semaines, mis à mal l'ensemble de la législature à venir. Je voudrais juste, brièvement, vous rappeler, mes chers collègues situés à ma gauche et à ma droite,
que depuis 1981, il y a eu 7 alternances. Au cours de ces 7 alternances, vous vous êtes successivement, à ma droite et à ma gauche, partagé le pouvoir. Je vous rappelle, chers collègues de la France insoumise, que M. Mélenchon a été plusieurs années ministre du gouvernement Jospin. Je vous rappelle, mes chers collègues de la France insoumise, qu'en avril 2007, M. Mélenchon déclarait « Pourquoi j'aime Fabius ». Alors, seul M. Questel a la parole. Je veux juste ici rappeler qu'au cours de ces 7 alternances, vous n'avez en aucune manière proposé les mesures que vous nous demandez aujourd'hui d'adopter. Je veux juste aujourd'hui rappeler qu'au cours de ces 7 alternances et de ces 4 décennies, vous n'avez pas su donner la confiance au peuple français qui, tous les 5 ans, vous a renvoyé dans vos foyers. Je veux juste rappeler ici qu'en 2017, un président de la République a été élu, que les Françaises et les Français lui ont donné une large majorité. S'il vous plaît, Monsieur Bernalicis a demandé la parole. Oui, bon, je vous rejoins un peu en cours de route, parce qu'il y a des obscures réunions de commission à droite, à gauche. Et j'arrive et je vois qu'on se fait agresser en étant des ex d'à peu près tout, et que du coup, nous n'aurions pas osé à une certaine époque. Mais regardez-moi, monsieur, regardez mon âge. Quel âge avais-je quand Jean-Luc Mélenchon était ministre ? Vous me tenez responsable de cela ? Vous voulez me tenir responsable de cela ? Et en plus, c'était un excellent ministre par ailleurs, qui a fait avancer les choses. Mais revenons, vous avez touché une corde sensible, monsieur. Vous avez touché une corde sensible, pas la mienne. Mais il y a des tas d'éléments dans le texte qui étaient initialement amendés par le Sénat, pour lesquels, effectivement, les anciennes majorités n'avaient pas eu l'audace de légiférer sur le sujet, sur le pantouflage, sur plein d'autres sujets. Et je le sais, pour en discuter avec plusieurs d'entre vous dans les couloirs, qu'au fond, vous êtes d'accord avec ces propositions. Et alors là, pour une fois, vous avez le pouvoir, vous avez LR qui est d'accord, Nouvelle Gauche qui est d'accord, nous qui sommes d'accord, et c'est vous qui vous opposez à des mesures qui vont augmenter ce texte, qui vont plus loin, qui vont de l'avant, qui vont dans le sens que vous voulez. Et là, vous faites les frileux ? Oui, vous êtes à l'image des précédentes majorités. Vous êtes frileux et vous faites dans la demi-mesure. Voilà, monsieur. Rappel au règlement de Monsieur Jacob. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, c'est simplement pour rappeler qu'il y avait plusieurs faits personnels. Les faits personnels ne doivent pas être évoqués ici, mais en fin de séance. Je voudrais à ce point prendre la défense de M. Mélenchon, qui a été mis en accusation et qui ne peut pas se défendre, puisqu'on doit effectivement renvoyer cela en fin de séance. Sinon, on peut passer notre temps à s'invectiver les uns les autres, et on peut effectivement passer notre temps, plutôt que de débattre sur le texte, être dans les invectives personnelles. Merci, Monsieur Jacob. J'ai pris note de vos réclamations. Monsieur Larive. Oui. Madame la ministre, Monsieur le Président, chers collègues, il s'agit ici de demander de se positionner contre l'article 2 ter de votre projet de loi sur la moralisation de la vie publique. Nous venons de vivre une élection présidentielle placée au centre des affaires qui a eu des répercussions sur la confiance des Françaises et des Français envers les élus de notre nation. Nous nous devons d'améliorer les garanties de probité des représentants de nos concitoyennes et de nos concitoyens. L'article dont il est question donne plutôt l'impression d'une intention inverse de la majorité. Je m'explique. Vous proposez de rallonger le délai de transmission d'une nouvelle déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Vous estimez qu'elle devrait passer de 6 à 12 mois. Qu'est-ce qui vous oblige aujourd'hui à prendre cette disposition ? Nous considérons que le délai actuel de 6 mois est satisfaisant. Nous ne voyons pas la nécessité de l'élargir à 1 an. L'avantage du droit actuel est de permettre d'avoir une situation patrimoniale connue.
Ne privons pas les Françaises et les Françaises d'informations claires et actualisées, Madame la Ministre. Merci. La prochaine séance aura lieu ce soir à 21h30 pour la suite des projets de loi ordinaires et organiques pour la confiance dans la vie publique. La séance est levée. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi pour la confiance dans la vie publique. Bonsoir. Je rebondis sur le propos de M. Roussel qui demande à ce que les sujets soient élargis. Moi, j'ai pas mal de demandes sur Facebook, des gens qui me demandent des nouvelles et qui me disent « mais que répond le gouvernement ?» Et on a l'impression que sur Facebook, j'effectue une censure et que je ne vous donne pas la parole pour répondre. Donc je voudrais revenir pour poser une question que je suis venu poser au premier jour de ce débat. Le Premier ministre Édouard Philippe s'est rendu sur le site de Sanofi jeudi dernier sans prévenir ni les syndicats, ni les médias, ni les salariés, ni les Français. C'était à l'invitation du Cercle de l'Industrie, qui est un lobby patronal. Il n'a averti personne. Que se sont-ils dit ? De quoi ont-ils parlé? Est-ce qu'ils ont parlé des vaccins? Est-ce qu'ils ont parlé du crédit impôt recherche? Est-ce que Sanofi, M. Weinberg, en a profité pour défendre les intérêts personnels de Sanofi lors de cette visite? J'insiste sur ce point. Il se trouve que, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est M. Weinberg qui a fait rentrer Emmanuel Macron au cabinet à la banque d'affaires Rothschild. Et c'est également M. Weinberg qui assistait. Eh oui. Oui. Et c'est également... Veuillez conclure, Monsieur Ruffin. Oui, et c'est également M. Weinberg qui assistait à la passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron. Donc, pour lever tout soupçon, je pense qu'il serait sain qu'on vienne nous dire que se sont racontés Édouard Philippe et M. Weinberg jeudi dernier. Merci, Monsieur Ruffin. Alors, le groupe de la France Insoumise, parce que nous sommes dans une démarche pour le coup constructive, apporte un soutien critique à cet article 3, car si nous nous entendons avec, je pense, une majorité ici présente pour interdire à la famille proche des membres du gouvernement les emplois de collaborateurs, nous regrettons amèrement que cette même majorité ait restreint en commission des lois le champ recouvert par famille proche, lequel avait été élargi par le Sénat aux grands-parents et aux petits-enfants. Il nous semble aussi extrêmement dommage que cette fois nous étudions et discutons d'un article qui aborde la question des membres du gouvernement, et c'est tout à fait légitime, mais cette extension a été repoussée et rejetée systématiquement quand il s'agissait d'autres articles. Il nous semble là qu'il y a une contradiction dans le fait de pouvoir l'aborder sur ce thème et pas sur tous les autres nombreux thèmes où nous avons porté un certain nombre d'amendements qui, il nous semble, participer de la tâche que nous nous sommes donnée de restaurer la confiance dans la vie publique, dans la vie politique, qui inclut non seulement les parlementaires, mais l'ensemble de l'exécutif, du judiciaire et de toutes nos institutions. C'est pourquoi nous présenterons, y compris dans cet article, un certain nombre d'amendements pour l'améliorer, parce qu'il nous semble qu'il y a énormément de travail à faire et il est dommage que nous ne nous en sommes pas donné les moyens, comme nous le proposions, sur beaucoup de champs de cette loi. Merci, Madame Obono. Alors, sur cet amendement, il y a un sous-amendement qui est proposé par Monsieur Bernalicis. Alors, ce sera Madame Lesiguier. Madame la Ministre, Monsieur le Président, chers collègues, ce projet de loi vise à rétablir la confiance dans l'action publique et on ne peut de prime abord que s'en féliciter. La question qui se pose, c'est aurons-nous le courage d'aller jusqu'au bout et de contribuer ainsi à rendre ces lettres de noblesse à l'action politique? Pour ce faire, il faudrait aborder également la question du statut de l'élu et de la 6e République. Ce n'est pas encore d'actualité. Nous proposons ici la mise en place d'une peine d'inéligibilité de plein droit pour les personnes qui continueront d'ignorer la loi en embauchant quelqu'un de leur famille en omettant de le signaler. Une récente affaire est la médiatisation soudaine de cette pratique politique qui consistait à embaucher un membre de sa famille, a permis d'envisager d'interdire des usages qui de toute façon étaient sujets à controverse, même si le fond du problème dans le cas présent est surtout de faire la lumière sur le caractère fictif de l'emploi. Le souci avec ce genre d'affaires, c'est que la loupe déformante des médias agissants, ce sont tous les politiques qui sont déconsidérés et toute la population qui sombre dans la défiance. Dans ce contexte de méfiance et de lassitude, si quelqu'un choisit délibérément de ne pas déclarer un lien de parenté qu'il aurait avec son assistant,
il est incontestable que la sanction doit être à la hauteur de l'infraction délibérée. Voilà pourquoi nous vous demandons de voter notre sous-amendement visant à assortir la sanction initiale prévue à l'article 3 d'une peine d'inéligibilité. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Nous avons Naturellement, nous allons voter tout ce qui permet de faire obstacle aux emplois fictifs et parmi eux les plus déplorables, ceux qui sont d'ordre familiaux. Mais l'occasion me paraît bonne d'exprimer ici un point de vue dont je crois qu'il sera partagé par plus d'un et sur plus d'un banc. Mesdames et messieurs, nous sommes nombreux ici à être des militants, c'est-à-dire des personnes engagées parfois toute leur vie pour une cause, qui a pu brûler cette vie, comme l'a raconté tout à l'heure et l'a si bien dit Monsieur le Premier ministre. J'ai eu la chance, tout au long de ma vie, de faire partie de cette catégorie de personnes, et j'en suis fier. Je pratique comme d'autres sur les vents les plus divers, et sans doute en face de moi, y en a-t-il autant que de ce côté-ci, ce qu'on peut appeler la religion républicaine. Cela signifie que nous sommes fiers lorsqu'on nous dit que nous sommes des tribuns du peuple. Et nous sommes fiers de notre engagement et d'une manière générale, nous avons du respect pour tous ceux qui sont engagés politiques. Une dénonciation calomnieuse récente voudrait faire que toute personne qui nous assiste dans nos travaux et qui serait engagée politiquement serait, par définition, quelqu'un qui usurperait sa paye. Je me flatte de choisir tous mes collaborateurs et collaboratrices parmi des militants politiques. Et je suis fier quand ils arrivent à assumer en même temps, ce qui n'est pas facile, imaginez-vous l'homme que je suis, de travailler avec moi et d'assumer en même temps une responsabilité dans une organisation, vous voyez, j'en fais l'aveu. J'en suis fier. Et quiconque, dorénavant, montrerait du doigt ceux qui, parmi nous, faisant ce travail, parfois obscur, d'assistants parlementaires et en même temps assumeraient une responsabilité politique pour les dénoncer sournoisement comme des gens qui ne feraient pas leur travail, sont indignes. Car d'une manière ou d'une autre, ils reviennent à dire que quiconque est membre d'une association, quiconque exerce une responsabilité dans une association philosophique ou politique, et qui serait en même temps un assistant, serait en emploi fictif. C'est une honte que nous ayons été traités de cette manière, encore une fois, parce que quelques personnes ont abusé. Aucun de ceux qui m'ont entouré, comme de ceux qui vous entourent, j'en suis sûr, mes chers collègues, n'a jamais fait autre chose que de donner son temps et son énergie sans limite. Eh bien qu'à cet instant, et pour clore, ma parole porte là où elle doit porter, à ceux qui s'offrent des enquêtes à bon compte, en googlisant des noms et en jetant en pâture des noms de nos assistants pour l'unique raison qu'ils sont nos assistants et leur interdisent d'avoir des responsabilités politiques. Voilà ce que je voulais dire. Je veux dire ici la gloire des militants. Merci, Monsieur Mélenchon. La parole. Il nous semble que cet article participe du travail que nous avons à faire aujourd'hui, ce soir et dans les prochaines heures, de participer à clarifier les modalités de fonctionnement de notre propre Assemblée. Et la création d'un statut pour les collaborateurs nous semble la première tâche pour effectivement encadrer et protéger celles et ceux qui travaillent à nos côtés avec autant d'implication, autant d'engagement que nous-mêmes. Nous pensons qu'il peut encore être amélioré. C'est pour ça que nous proposons un amendement qui encadre et protège le champ de la négociation collective pour mieux consacrer ce statut. Mais nous pensons que c'est une avancée positive et c'est pour ça que nous sommes favorables à cet article. Mes chers collègues, je voudrais juste vous signaler, pour avoir récemment embauché moi-même mes premiers collaborateurs, d'abord que je pense qu'un référentiel métier, là j'emploie un terme RH que je connais bien, un référentiel métier qui n'est pas tout à fait une fiche de poste, qui est bien plus large, m'aurait certainement aidé à mieux rédiger quelque part mon annonce et à mieux sélectionner de prime abord des CV. Non pas que je veuille que l'Assemblée me dise ce que j'ai à faire et avec mon collaborateur, mais que, en tant que nouvelle députée, ça m'aurait permis d'avoir quelques pistes sur les grandes tâches à confier à un assistant parlementaire, sachant que ça ne m'aurait obligé en rien, en tant qu'employeur, dans la rédaction de la fiche de poste que j'ai moi-même choisie.
La deuxième chose que je voulais signaler, c'est qu'en faisant ces contrats de travail et en prenant un collaborateur en forfait jour, j'ai été informée qu'en tant qu'employeur d'un contrat en forfait jour, il était de mon devoir, comme dans le privé d'ailleurs, puisque j'en avais déjà l'habitude, d'exercer un contrôle sur le temps de travail de mon collaborateur afin de m'assurer que je respectais bien le droit du travail. 10 heures de travail maximum par journée, 48 heures par semaine, 11 heures entre chaque journée, donc 11 heures de repos. Ceci est du droit du travail. Et cette disposition, d'ailleurs, de contrôle nous a été rappelée par la Cour européenne pour ce qui est du forfait jour. Ce contrôle, il est aussi pour le bien-être de nos salariés, puisqu'il consiste aussi à s'assurer que l'équilibre vie pro-vie perso est bien respecté. Tout ça pour vous dire que le contrôle, c'est aussi un moyen de garantir la bonne effectivité de la qualité de vie au travail de nos collaborateurs et que ce sera à nous, en tant qu'employeurs, de définir certainement ce qu'on voudra y mettre dans ce contrôle. Et donc, le bureau de l'Assemblée qui vous est ouvert, mes chers collègues de l'opposition, la porte est toujours ouverte, vous attend pour mener cette négociation avec les associations et les syndicats de collaborateurs. Merci, Madame Mottin. Je voulais remercier la députée Mottin de ces mots très touchants sur la valeur du Code du travail et son utilité pour le bien-être des salariés. Je regrette juste qu'elle n'ait pas utilisé les mêmes arguments lors de notre débat sur les lois d'habilitation qui ont donné les pleins pouvoirs au gouvernement pour le détruire. Merci. Merci.